Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, dans cette période de déclaration de ces revenus de déclaration fiscale, nous nous poserons la question ensemble de la prise en compte des cryptos ou des NFT que l'on détient dans sa déclaration fiscale, un sujet que nous aborderons avec Clément R, avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat. Ce sera la première partie de Smart Patrimoine. Dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous tenterons de comprendre ensemble si la liquidité des SCPI en France doit inquiéter les investisseurs, alors que la BCE a mentionné dans sa dernière note macro-prudentielle le fait que les fonds immobiliers en Europe pouvaient être sujets à inquiétude vis-à-vis de la liquidité. Nous poserons donc la question à Jérôme Grumler, directeur général délégué de Sofidy, mais aussi à Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment prendre en compte les crypto-monnaies dans sa déclaration de revenus. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Clément R. Bonjour Clément R. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau. Vous êtes avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat. Effectivement, quand on remplit sa déclaration de revenus, qui a pour but de calculer ensuite l'impôt que l'on va payer sur le revenu, on y déclare ses revenus en CDI, ses revenus en indépendant, mais aussi ses revenus financiers et les revenus que l'on a pu avoir de cession de cryptoactifs, par exemple, ou de détention de cryptoactifs, doivent également figurer dans cette déclaration de revenus. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on intègre ces revenus ces revenus crypto, dans sa déclaration? Oui, bien sûr. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, dans le cadre de la déclaration de revenus, il faut prendre en compte les revenus qu'on a dégagés sur les cryptoactifs. Donc il y a plusieurs types de revenus. Le principal, ça va être les plus-values qu'on a réalisées sur des cessions de cryptoactifs. D'accord. Donc là, depuis 2019, on a un régime qui est assez clair, même si assez complexe. Et ce régime prévoit que toute cession d'actifs numériques doit donner lieu à une déclaration et au paiement d'une plus-value soumise à ce qu'on appelle la flat tax. D'accord. 30%. Donc, j'achète des crypto-monnaies ou des crypto-actifs, je réalise une plus-value entre le moment de l'achat et le moment de la cession. Il y a une flat tax qui est automatiquement appliquée sur cette plus-value et je la déclare dans ma déclaration de revenus. Alors, pas automatiquement, dans le sens où c'est vraiment au contribuable de calculer sa plus-value. D'accord. Et le régime est un peu complexe parce que les modalités de calcul sont un peu différentes de ce qu'on connaît et ça implique de prendre en compte, par exemple, la valeur globale du portefeuille. Une autre particularité, c'est aussi que c'est seulement certaines cessions qui sont imposables. Ça va être les cessions d'actifs numériques contre une monnaie fiduciaire ou contre un bien ou service. Si par exemple je prends des cryptos et j'achète, je ne sais pas, mon café le matin à la boulangerie, techniquement je dois déclarer une plus-value au moment de l'achat. D'accord, donc il faut l'avoir en tête dès qu'on utilise potentiellement des cryptos. Exactement. Si on est détenteur de cryptoactifs, puisqu'il faudra le déclarer à la fin. Exactement, donc il faut faire attention. Et alors, dernière petite question sur ce régime général, entre guillemets, si j'achète des cryptos, mettons par exemple de l'Ethereum, mais que je l'ai acheté en Bitcoin, que je revends mon Ethereum et que j'ai une plus-value en Bitcoin, mais que je ne l'ai pas repassé ensuite en euros ou en dollars, est-ce que je dois déclarer une plus-value? Non, alors effectivement, il y a un sursis d'imposition pour toutes les opérations crypto-to-crypto. Donc si on prend l'exemple, on fait une conversion Ether contre USDC, là on ne déclare aucune plus-value. D'accord. C'est vraiment uniquement en cas de cession contre une monnaie fiduciaire ou l'achat d'un bien ou d'un service. Quand ça revient dans l'économie réelle, entre guguillemets, que là, on le déclare. Alors, si on regarde un petit peu l'actualité crypto de ces derniers mois, il y a eu plusieurs questionnements, plusieurs remous, notamment avec l'affaire FTX, mais avant ça, autour de Terra Luna, ce qui a mené au gel, parfois, des avoirs de certains utilisateurs par des plateformes. Alors, ça a parfois duré quelques jours, quelques semaines. Certains gels sont toujours en cours. Est-ce que ça a une incidence dans les déclarations que des résidents fiscaux français peuvent avoir à faire dans leur déclaration de revenus? Alors oui, l'année 2022 a été assez mouvementée et assez rouge pour les contribuables. On a eu souvent la question, est-ce que par exemple le gel des avoirs de FTX ou le gel des retraits a des conséquences fiscales ou non? Alors en réalité, le simple gel des retraits
n'a aucune conséquence fiscale. D'accord. Comme je l'ai précisé avant, les seules cessions imposables sont cessions contre monnaie fiduciaire ou biens ou services. Et là, il ne se passe rien du tout. Par contre, il y a différents... Comme ça reste en crypto, même si c'est gelé, Exactement. effectivement, ça n'a pas d'incidence particulière. Exactement. Par contre, il y a différentes considérations pratiques à avoir. La première, c'est que les contribuables qui sont impactés peuvent avoir des difficultés pour, par exemple, avoir l'accès à leur historique, D'accord. parce qu'ils n'ont plus accès à leur compte FTX. Et du coup, pour déterminer, par exemple, la valeur globale du portefeuille, ça va être un problème. Ensuite, Mais ils ont quand même besoin d'avoir cette valeur globale dans la déclaration de revenus, même s'ils n'ont pas à la déclarer. Oui, D'accord. Il y a une annexe à fournir, la 2086, où on doit préciser justement les modalités de calcul de la plus-value. Et il y a un autre point essentiel, vu que, encore une fois, comme je le disais, il faut prendre en compte la valeur globale du portefeuille, pardon. D'accord. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte les cryptos qui sont gelés, entre guillemets, ou non, dans la valeur globale du portefeuille. Si on les prend en compte, bon, il y aura très peu de conséquences, mais si on ne les prend pas en compte, du coup, ça va venir réduire la valeur globale du portefeuille et donc potentiellement, en cas de fait d'imposition, la plus-value imposable. Et alors, est-ce qu'on les prend en compte ou non vis-à-vis de l'administration fiscale ? La question reste ouverte, elle n'est pas encore tranchée. On n'a pas eu de prise de position de l'administration, donc la question n'est pas tranchée. C'est vraiment au contribuable de faire le choix. Sachant que aujourd'hui, pour être sûr de bien comprendre, quand on parle de portefeuille crypto, ça veut dire l'intégralité des cryptoactifs détenus Exactement. par une personne qui peut être sur plusieurs plateformes et donc qui peuvent avoir une plus-value effectivement assez facile à calculer sur une plateforme française et un sujet sur une plateforme qui aura gelé les avoirs par exemple. Et c'est là où le montant global des avoirs peut être plus compliqué à calculer. Exactement. Et c'est ce qui est souvent compliqué pour calculer la plus-value imposable, c'est de retrouver justement toutes les informations nécessaires. Et alors si là aujourd'hui on est concerné par des avoirs gelés sur une plateforme, que ce soit le gel des retraits ou le gel des avoirs, on n'a donc pas de réponse sur est-ce que je les prends en compte ou je ne les prends pas en compte. En fait, Non, on va essayer et on verra bien ce que répondra l'administration fiscale. Il n'y a pas de piste à ce stade. D'accord. Il n'y aura pas de mauvaise foi au cas présent, donc ça va être compliqué d'être sanctionné. Et après, je pense qu'il y a aussi un autre point intéressant qui peut être relevé. Il y a beaucoup de contribuables qui ont été, entre guillemets, assez malins et qui ont généré justement une opération imposable à la fin de l'année, parce que forcément le marché était rouge et ils ont déclaré une moins-value qui pourrait potentiellement s'imputer sur les plus-values réalisées en début d'année. Donc en faisant la petite opération, ils ont justement optimisé leur fiscalité. Ils ont profité d'un moment un peu plus complexe pour les cryptos en fin d'année 2022. Ça, c'est pour les crypto-monnaies ou crypto-actifs. On a également un certain nombre d'épargnants qui détiennent des NFT. Est-ce qu'ils sont traités de la même manière que les crypto-actifs quand on fait une déclaration de revenus en vue de payer des impôts sur le revenu ? Alors, les NFT, c'est un peu complexe parce que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de catégorie homogène de NFT. Un NFT peut être, entre guillemets, tout et n'importe quoi. D'accord. On peut avoir, par exemple, des NFT qui représentent simplement une preuve d'authenticité ou de détention. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il faudra regarder plutôt la fiscalité du sous-jacent. Par contre, si on a un NFT qui a une valeur intrinsèque, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce NFT rentre dans la catégorie des actifs numériques ? Si oui, dans ce cas-là, on respecte le régime des actifs numériques. Si c'est par exemple un achat d'un NFT avec des crypto-monnaies, aucune conséquence. On prendra en compte les NFT pour le calcul des plus-values sur actifs numériques. Bien sûr. Par contre, si ce NFT ne rentre pas dans la catégorie des actifs numériques, là, il y aura un problème qui va se poser. Le premier, ça va être, dès que j'achète un NFT avec une crypto-monnaie, ça va constituer un fait générateur d'imposition. D'accord. Et le second problème, ça va être quelle catégorie d'imposition pour ce NFT. Et donc là, ça sera encore une fois du cas par cas selon les droits associés au NFT. Du cas par cas avec des réponses quand même associées aux différents cas ou avec des incertitudes comme on l'a vu sur le gel des avoirs ? Un peu des deux. Un peu des deux. Ça dépend vraiment du NFT en question. Et par exemple, alors parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans cette émission, pour tous les NFT qui tournent autour du monde de l'art, des œuvres d'art vendues en NFT, là, la fiscalité qui s'applique, c'est une fiscalité des cryptoactifs ou liée aux œuvres d'art ? Alors si par exemple, encore une fois, c'est une œuvre d'art numérique, d'accord, dans ce cas-là, ce régime a du mal à s'appliquer parce qu'on a une définition fiscale des œuvres d'art assez éloignée de l'œuvre d'art numérique. D'accord. Par contre, si le NFT vient juste authentifier une œuvre d'art, physique, dans par ce exemple, cas-là, effectivement, on pourrait rentrer
dans le régime en question. Donc même quand on parle d'œuvres d'art ou de NFT en lien avec les œuvres d'art, là aussi il y a du cas par cas. Exactement. Et j'imagine que si jamais c'est un artiste vivant connu pour un travail dans un premier temps qui s'est mis au NFT, l'application du droit ne sera pas la même que si c'est un artiste connu uniquement pour ses NFT. Oui. Si on reste sur ce sujet de déclaration de revenus, il y a d'autres revenus entre guillemets qui peuvent être issus d'investissements ou en tout cas d'exposition aux crypto-monnaies, crypto-actifs ou même au Web3. Je pense notamment au stacking ou au lending. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Comment est-ce qu'on traite ces revenus entre guillemets liés aux activités du secteur des crypto-actifs? Alors, si on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'être précis, mais il faut juste avoir en tête que tous ces revenus ne rentrent pas dans le régime des plus-values sur actifs numériques. D'accord. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut chercher la catégorie d'imposition applicable. Elle existe ? Elle existe. D'accord, vous nous rassurez. Ouais. Un des principes fondamentaux en fiscalité, c'est que ce type de revenus, en réalité, ils sont imposables non pas lors de leur cession, mais lors de leur réception. Donc si maintenant je fais du staking et que je reçois à chaque fois des crypto-monnaies pour mon activité, je suis imposable à chaque fois lors de la réception. Et je vais devoir déclarer ces revenus. Alors même que je ne les ai pas transformés en monnaie fiduciaire, comme on le disait tout à l'heure. D'accord. Exactement. Et donc, généralement, pour le staking, on applique ce qu'on appelle le régime des BNC, bénéfices non commerciaux, catégorie un peu balai, qui permet justement de mettre tous les revenus qui n'ont pas une catégorie propre dans la déclaration de revenus. Et alors, petite question pour finir, effectivement, quand on a des revenus issus, par exemple, d'une activité ou d'une autre dans le monde des cryptoactifs, est-ce qu'on est considéré automatiquement comme un professionnel des cryptoactifs ou est-ce qu'on peut rester est-ce qu'il existe un statut particulier qui touche des revenus en lien avec des activités dans les cryptoactifs comme il existe pour d'autres activités? Alors, c'est une question qu'on a très souvent au cabinet. Et donc, en principe, le régime des plus-values sur actifs numériques est applicable uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. D'accord. Mais par contre, dès qu'on rentre dans le cadre d'une activité pro, si par exemple on a un vrai trader, potentiellement on sort de ce régime. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe et l'imposition est aussi plus lourde. Et vraiment, pour faire la distinction entre les deux, on a des critères qui sont quand même assez précis. On va regarder plutôt des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. Donc des niveaux de revenus, par exemple, qu'on aurait pu générer ? Quantitatif, ça va être par exemple volume de trade, ça va être nombre de transactions, durée des positions. Et après, par contre, les critères qualitatifs, ça va être par exemple l'expertise de la personne, les outils à disposition, les compétences, ce genre de choses. Mais il faut aussi avoir en tête que ça reste vraiment exceptionnel d'être requalifié en tant que professionnel. Pour rassurer, les gens qui nous écoutent, même s'ils vont devoir faire, à mon avis, quelques recherches pour bien être sûr, effectivement, qu'ils sont bien dans les bonnes cases en lien avec les revenus qu'ils peuvent générer des crypto-monnaies, crypto-actifs. Merci beaucoup, Clément R, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble s'il existe un sujet autour de la liquidité des SCPI en France. En effet, il y a quelques semaines à présent, la BCE, dans sa dernière note macro-prudentielle, alertait sur la liquidité des fonds immobiliers en Europe, en lien notamment avec ce que l'on a pu constater au Royaume-Uni, sur une demande de retrait massif sur un certain nombre de fonds immobiliers, ou encore ce que l'on a pu suivre vis-à-vis du fonds d'investissement Blackstone. Cela fait-il peser un risque sur les fonds immobiliers français, les SCPI en particulier? Nous allons poser la question tout de suite à Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Mais aussi à Jérôme Grumler, directeur général délégué de Sofidy. Bonjour Jérôme Grumler. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. On va commencer avec vous, Jérôme Grumler. Donc on a pu suivre effectivement cette alerte de la BCE en lien avec des événements qui sont plutôt intervenus au Royaume-Uni que dans la zone euro actuellement. Mais si l'on regarde effectivement l'évolution du marché immobilier en France plus particulièrement, on constate qu'avec ces différentes séries de hausses de taux de la BCE, le coût du financement devient un peu plus élevé et cela commence à avoir un impact sur le marché immobilier. Mécaniquement, on peut donc se poser la question si les fonds immobiliers français et notamment les SCPI sont tout aussi solide qu'on pourrait l'espérer pour faire face à un potentiel problème, voire crise de liquidité. Je vous pose donc la question directement, Jérôme Grumler. Y a-t-il un risque pour la liquidité des SCPI en France ? Alors,
peut-être d'abord, et vous faites bien de le relever, tout ça se déroule dans un contexte sur lequel il faut être lucide, réaliste. Il ne faut pas avoir de déni sur le changement de cycle qui s'opère dans l'immobilier. Tout simplement, l'immobilier connaît globalement en Europe de l'ordre de 300 points de base de hausse de taux d'intérêt et assez rapide. Et un phénomène pareil ne peut pas être neutre sur les marchés immobiliers. Donc il fallait s'attendre à un impact. Oui, les conditions de financement évoluent, c'est certain. L'accès au financement ou au refinancement évolue, d'une part, ça c'est absolument sûr. La façon dont les acteurs valorisent, price l'immobilier est nécessairement impactée par ce changement. Et puis, je dirais un troisième point, c'est que précédemment, l'immobilier était, on disait l'effet Tina, there is no alternative. Aujourd'hui, vous avez des opportunités, on va dire, de placement concurrentes à l'immobilier. Donc c'est vrai, il ne faut pas être dans le déni de ça, que le contexte évolue pour l'immobilier. Maintenant, de manière générale. De manière générale. Quelle que soit la typologie d'immobilier dont on parle. Tout à fait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que pour revenir à votre point sur la BCE, je pense probablement que dans l'ordre des fonds immobiliers non cotés visés typiquement par des inquiétudes de ce type de la BCE, les SCPI sont probablement dernières dans l'ordre d'arrivée. Il faut voir que c'est avant tout effectivement des fonds qui opèrent dans un univers anglo-saxon. C'est des fonds qui... Les fonds visés, vous voulez dire. Les fonds visés par les inquiétudes de la BCE. Ce sont des fonds qui donnent une valorisation très fréquente, très régulière. Ça peut être hebdomadaire, voire quotidienne. Surtout, ce sont des fonds qui ont une forme de promesse en matière de liquidité très élevée. Or, il ne faut pas se mentir, l'immobilier n'est pas égal liquidité. On ne vend pas un immeuble comme ça en un claquement de doigts. Et donc, quelque part, il y a un peu un espèce de mismatch, on va dire, sur la promesse faite, et avec très peu d'écart entre l'entrée ou la sortie, ou pas du tout d'écart des fonds. Donc, ce qu'on a pu voir, effectivement, au-delà de la France, mais plus dans le monde anglo-saxon, sur un certain nombre de fonds immobiliers qui ont fait face à des demandes de retrait massif, c'était aussi parce que ça faisait partie du deal de départ, même si c'était peut-être une mauvaise idée de l'annoncer comme ça, mais globalement, c'était... Enfin, ça faisait partie de la promesse de ces fonds. Ça faisait partie d'une forme de promesse de liquidité qui, à mon sens, n'est pas adaptée, ne devrait pas être faite. Et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là quand on parle de SCPI. Les SCPI, ce sont d'abord des investisseurs qui viennent là pour épargner sur le très long terme. Souvent, c'est pour préparer de la retraite, c'est pour du complément de revenus, c'est pour des motivations patrimoniales de long terme. Et quelque part, cet investissement est très bien compris, très bien j'ai entendu par eux en termes d'horizon d'investissement. Guy Marty, est-ce que la typologie des SCPI, est-ce que l'horizon de long terme de l'investissement en SCPI prémunit contre le risque de liquidité ? Alors, c'est une question qui mérite quelques développements. D'accord. Pardon. Déjà, si vous me permettez, je me permets, Nicolas, de rebondir un petit peu là sur ce que Jérôme Grumler et vous-même avez dit. La BCE, si je puis me permettre, elle s'en moque des fonds immobiliers, même anglo-saxons. Ce qui la préoccupe beaucoup, c'est que des fonds immobiliers très endettés, puisqu'il y a un mur de la dette pour 2023-2024, qui ne pourront peut-être pas se réendetter, soient obligés de vendre brutalement sur le marché, et qu'à ce moment-là, ça crée un choc sur le marché, et des chocs sur le marché immobilier ont toujours un impact sur l'économie. Donc la BCE se préoccupe en fait de conséquences du financement sur le marché immobilier. Et là, je vais aller tout à fait dans le sens de Jérôme Grumler, c'est-à-dire que s'il y a un choc sur l'immobilier, les SCPI auront ce choc, mais à supposer, et on peut vraiment le supposer, que la plupart des souscripteurs SCPI aient su ce qu'ils achetaient, c'est-à-dire du long terme, les SCPI traverseront. Alors, maintenant, donc il risque quand même d'y avoir un impact, mais dans le pire des cas, c'est ce que vous nous dites. C'est qu'on... Pas forcément sur la liquidité. Je vais revenir après sur la liquidité. D'accord, oui, je comprends. Mais, parce que si vous voulez, si on veut parler liquidité, regardez, le marché du logement. Il y a chaque année, en France, entre 3 et 4% des logements qui s'échangent. Bon, c'est d'ailleurs le même chiffre pour les parts des SCPI. Pourquoi ? Parce que dans le logement, il y a très peu de spéculateurs. Beaucoup achètent
pour se loger, ou pour investir, pour louer, se faire un revenu, pour la retraite, etc. Donc, les acheteurs sont en fait très stables, ils sont là pour longtemps. Donc, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Il n'y a pas de risque, et simplement, quand le marché va vraiment mal, le vendeur d'un logement, soit il doit attendre un petit peu, le délai se rallonge, soit il doit accepter une petite baisse des prix. Mais, de toute façon, si on n'a pas besoin de vendre, bien sûr, on attend. Cela dit, sur la liquidité, Nicolas, j'aimerais vraiment dire quelque chose. Parce que je sais que de nombreux journalistes tiennent absolument à parler « Ah, il y a un problème de marché immobilier, qu'est-ce qui va se passer avec la liquidité des SCPI ?» Mais on est dans le monde des placements. Dans le monde des placements, si on veut de la liquidité, on va en bourse. Imaginez un instant que Apple ou LVMH ne soient pas cotés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous seriez actionnaire d'Apple, vous voudriez revendre Apple, vous regarderiez, on vous dirait, on ferait une étude pour savoir à combien c'est estimé, et ce serait très long. Bien sûr. Bon, la bourse a résolu ça. Mais il n'y a rien d'autre que la bourse qui l'a résolu. C'est-à-dire que, vous voyez, le marché du logement, par exemple, il n'est pas en bourse. Donc on ne peut pas vouloir faire un investissement de long terme et en même temps vouloir un investissement très liquide, c'est ce que vous nous dites ? Exactement. Et d'ailleurs, le contre-exemple, ce sont les unités dans les compagnies d'assurance, les unités de compte dans les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que vous achetez des CPI dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Là, je vais parler sous le contrôle de notre ami Jérôme. Contrat d'assurance vie sur lequel je peux faire des retraits à tout moment quand même. J'en ai la possibilité. Exactement. Et c'est le parfait contre-exemple. Parce qu'en face de cet engagement de la compagnie, il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui dit que si jamais il y a trop de monde qui veut revendre les contrats d'assurance, hop, on stoppe tout, on arrête tout, on bloque. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé la liquidité parfaite. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pour les CPI... Donc on est protégé. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir trop de retraits en même temps sur... Non, mais vous êtes bloqué. Vous avez besoin de votre argent, vous ne pouvez pas sortir. D'accord, oui, bien sûr. Autrement dit, on n'a pas inventé de la liquidité parfaite en dehors de la bourse. C'est ça que je veux dire. Alors, les CPI, c'est un peu l'antichambre de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de merveilleux avec la liquidité des CPI, c'est que vous avez un logement, vous avez besoin d'argent, bon, sauf aller faire des hypothèques ou des emprunts bancaires, etc. Vous vendez tout, ou vous vendez pas, ou vous vendez tout. Avec des parts de SCPI, vous pouvez vendre une partie de vos parts. Bien sûr, oui. Donc, il y a une souplesse plus grande. On ne peut pas appeler ça liquidité, mais c'est quand même une très, très grande souplesse. Mais on a quand même, et on va peut-être continuer avec vous, Jérôme Grumler, cette possibilité de vendre ses parts à tout moment quand on est propriétaire d'une part de SCPI. Donc mécaniquement, est-ce que c'est un mauvais procès fait aux SCPI actuellement de se poser la question de leur liquidité, ou est-ce qu'il y a quand même effectivement un questionnement à avoir pour ne pas parler d'inquiétude ? Alors, et sans faire de langue de bois, je vais revenir à la question, mais je rejoins d'abord parfaitement les propos de Guy. L'horizon de placement est long terme. La promesse qui est faite en premier lieu aux épargnants qui investissent dans les SCPI, c'est une promesse de dividendes stables dans la durée, de dividendes qui prend l'inflation par l'indexation des loyers. Ça, je peux vous confirmer qu'on le voit sur le terrain au quotidien et que c'est le cas. Tant qu'on a des locataires qui payent. Tant qu'on a des locataires, donc des taux d'occupation les plus élevés possibles. On pourra revenir sur tout ce qui fait la force, la résilience d'un patrimoine immobilier. Mais donc, la promesse de rendement, elle est là et elle est tenue. Donc le premier point, c'est pourquoi on aurait à se poser des questions de sortie importante ou pour une promesse qui finalement est là et tenue. Et je peux vous dire, elle a toutes les raisons d'être encore plus tenue à l'avenir, cette promesse de rendement, puisque notamment les mécanismes d'indexation opèrent bien et sont favorables sur les perspectives de rendement des SCPI. Donc alors, ça, c'est peut-être pas ce que vous dites, mais c'est ce que j'essaie de comprendre. C'est ce qu'on pourrait comprendre, c'est... Pourquoi rien sert de regarder la valorisation, regarder le rendement, c'est ça ? Voilà, pourquoi s'inquiéter, entre guillemets, de baisse de valorisation ? Le rendement, lui, est là, est stable et il est plutôt bien orienté.
Est-ce qu'il y a des baisses de valorisation sur les SCPI? Ça nous renvoie à ce qui se passe sur les marchés immobiliers. La réponse peut être un petit peu longue, mais je disais en préambule, oui, le cycle change. Maintenant, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, ils sont très divers, donc il faut, je dirais, rentrer dans toute une série de considérations. Alors, on peut en prendre quelques-unes sur ce sous-jacent et la façon dont sa valeur peut être orientée. La première chose, et on le défend beaucoup, c'est l'emplacement et la qualité de l'emplacement, la centralité de votre patrimoine immobilier. Elle est très importante. Plus vous avez de centralité, plus vous avez ce qu'on appelle du pricing power sur vos loyers, c'est-à-dire de la capacité à transmettre de la hausse de prix et de l'indexation dans les loyers que vous facturez à vos locataires. Donc l'emplacement, c'est très important. Vous pouvez avoir des nuances très importantes en termes de géographie. Il se trouve qu'en France, on a des pratiques d'expertise, de valorisation qui sont relativement lissées, relativement calmes. On observe actuellement dans des marchés voisins européens des mouvements sur les valorisations beaucoup plus importants. Mais là, en fait, ces critères automatiquement créent des gagnants et des perdants. Alors, les gestionnaires qui n'auront pas, par exemple, Guy, on va continuer avec vous, mais Guy Marty, mais qui n'auront pas les emplacements centraux, qui n'auront pas la géographie pour eux, est-ce que là, il y a peut-être un sujet solidité ou liquidité? Alors, pour revenir justement à cette question de liquidité, je crois que ce qu'il faut savoir qui est essentiel pour la liquidité, c'est que chaque société de gestion organise la liquidité de ses SCPI. Donc, si problème de liquidité il doit y avoir, il n'est pas impossible que tel ou tel groupe de SCPI ait un problème de liquidité. D'accord. Bon, ça se résout toujours. Parce que de toute façon, une SCPI, c'est des immeubles diversifiés, donc il peut y avoir un moment de crise, et bien après on repart. C'est exactement ce qui s'était passé dans les années 90. Bon. Mais ce qu'on pourrait avoir, et qui irait dans le sens de votre question de départ, c'est que oui, il y ait certaines SCPI qui aient un problème de liquidité, donc plus de mal à sortir. Dans ce cas-là, si on a bien investi en SCPI, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire des achats, des ventes spéculatives, on est en train de faire un placement long terme, et un jour on a besoin d'argent. Bon, il y a deux protections. La première protection, c'est déjà la gestion de patrimoine. Normalement, on ne met pas tout en placement long terme. Non, mais déjà tout en placement long terme dans ce qu'on pourrait avoir besoin à court terme. Bien sûr. Donc ça, c'est la première protection. Et la deuxième protection, c'est évidemment d'acheter un panel de SCPI, ce que de plus en plus de gens recommandent, et de diversifier. Ça peut être une diversification en fonction des sociétés de gestion, ça peut être en fonction des typologies d'investissement, ça peut être en fonction de la catégorie d'âge, etc., etc. Donc, je ne pense pas que Jérôme non plus veuille dire qu'il n'y aura jamais un seul problème de liquidité de part de SCPI. Mais il n'y a pas de sujet global. Ce que vous nous dites tous les deux, c'est qu'il n'y a pas de sujet global aujourd'hui. Puis peut-être pour compléter, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête tout le cadre et les mécanismes qui sont vraiment considérablement renforcés autour de la gestion de la liquidité de ces fonds. Donc quelques points pour rappel. Le premier, c'est celui du prix donc de souscription et de retrait qui est fixé par les sociétés de gestion dans une fourchette plus ou moins 10% autour de la valeur de reconstitution. Donc le prix qu'il faut mettre pour recréer, on va dire, une SCPI comparable. Quand vous êtes avec un tunnel comme ça aussi large, concrètement, ça veut dire que les gestionnaires de SCPI ont tout à fait la possibilité d'absorber des variations modestes des valeurs du patrimoine immobilier sans pour autant toucher au prix de souscription. On va devoir s'arrêter là, à moins qu'il y ait un autre point que vous vouliez rapidement évoquer sur ce sujet pour bien comprendre. Eh bien, écoutez, mais tous les mécanismes sont bien en place dans les SCPI. Les retraits sont remboursés en phase de souscription nouvelle qui rentre. Et je peux vous dire que la dynamique de souscription. Et rappelons-le, rappelons-le, même si effectivement il faut qu'on rende l'antenne, mais les SCPI ne font pas appel à de la dette ou très peu comparé au fonds dont on parlait au début. En des effets de levier de l'ordre de 10 à 20% en général maximum au sein des SCPI. Merci messieurs, désolé Guy, une prochaine fois. Merci messieurs, merci Jérôme Grummler, merci Guy Marty d'avoir été avec nous sur Smart Patrimoine. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci Nicolas.